Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir parce que nous sommes encore le 26 avril 2019. Nous sommes à quelques heures de la clôture donc de la campagne électorale. Donc Télé fait une incursion dans vos maisons parce que vous savez, nous marquons à la culotte l'actualité. Je voudrais vous présenter ce plateau, le plateau spécial de ce soir. Agapit Napoléon Maforican, consultant médias et communication, consultant politique à Télé, expert électoral. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à nos téléspectateurs, espérant qu'ils ont passé d'agréables moments de campagne électorale et qu'ils sont contents que ça finisse et qu'ils aillent au vote. Très bien. Distel Amoussou, consultant en communication, bonsoir. Bonsoir cher ami Romuald, il faut dire que nous sommes plutôt à quelques minutes de la fin de la campagne électorale. Bonsoir amis téléspectateurs, merci de nous accepter chez vous, ETélé, nous participons à l'actualité. Voilà, nous allons décrypter ensemble le déroulement de cette campagne électorale. Vous savez, 12 avril au 26 avril, 14 jours donc d'opération de charme. Mais en attendant, très succinctement, qu'est-ce que vous avez retenu fondamentalement de ces jours, de ces 14 jours de campagne? Alors, je vais agir sur trois manettes. Premièrement, je parlerai de la pondération, la sérénité, l'accompagnement des Béninois, de tous les Béninois, aux réformes politiques. Deuxième manette sur laquelle je vais agir, c'est le refus catégorique, fondamental, clairement affiché des Béninois de répondre à l'appel de certaines chapelles à la violence, à la, mettons, au trouble. Au trouble, exactement. Au trouble. Troisième manette, je parlerai de la beauté de la campagne. Alors, donc pour répondre au premier point, je dis notre démocratie se bonifie. La démocratie béninoise se bonifie. Elle est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Elle a un certain âge aujourd'hui. Elle a dépassé la maturité dans tous les cas. Elle s'implante et s'enracine. Très bien. On ira plus amplement dans quelques instants. Le temps de recueillir tout de même de façon succincte également l'avis de Agapit Napoléon Maforican sur le sujet. Non, vous avez dit l'essentiel. Moi, j'ai assisté à une très belle campagne, à 2 semaines agréables. On nous a prédit l'hécatombe, on nous a prédit le désordre. Certains ont tenté d'y mettre des leurs. On a vu des choses ubuesques. On a vécu quelques situations où les gens ont tenté ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont dû prévoir, et en qualité d'oiseaux de mauvais augure, ils ne voyaient rien venir, désemparés, ils ont tenté de mettre le feu. Il n'y a pas eu feu, parce qu'on a une population sage, patriote, combattante, consciente, qui sait que le pays nous appartient et que c'est à nous de le bâtir et non de le détruire. On a vécu 2 semaines, franchement, d'agréables moments. Moi, je pense que quelqu'un m'a dit que non, mais c'est peu animé. J'ai dit non, c'est pas peu animé, c'est très animé. Mais avant, on était habitué à 30 listes. Aujourd'hui, on n'en a que 2. Et c'est cela, la campagne électorale. Très bien. C'était beau. C'était beau. C'est encore beau puisqu'il reste quelques minutes. Et puis c'est à l'honneur de la démocratie béninoise. Et justement, puisque il reste quelques minutes, vous savez, nous sommes à la télé. C'est exactement. On voudrait quand même revisiter quelques moments forts de cette campagne-là. Oui, parce que nous n'aurons plus le temps de le faire, parce que nous tomberons peut-être dans les travers. Voilà, donc avec la réalisation, nous allons revivre ces moments-là et revenir.
Il prévoit aujourd'hui au Bénin que la démocratie se porte bien et que 2 grands partis politiques vont aux élections. 2 grands partis politiques qui regroupent plus de 250 partis au Bénin, partis et mouvements. Et donc nous venons ici témoigner du fait que le peuple béninois est un peuple de joie, un peuple très patriote et que les gens de Dantopa aiment l'ambiance, ils n'aiment pas la guerre. Et donc c'est ça que nous sommes venus partager avec les femmes de Dantopa. Mais c'est que surtout, vous avez Retour sur E-Télé, vous êtes sur E-Télé, retour sur ce plateau plus tôt avec Distel Amoussou et Agapit Napoléon Maforican. Distel Amoussou, voilà, c'est fini désormais pour les opérations de charme. Opération de charme, il y en a eu pendant ces 14 jours tout de moins. Oui, écoutez, on ne fait le choix qu'à partir de 2. Eh bien, nous avons 2 partis politiques en lice pour cette 8e législature qui ont bénéficié, n'est-ce pas, au thème des dispositions légales de 2 semaines. 2 semaines de charme. 2 semaines pour aller charmer, n'est-ce pas, les électeurs. Et ce que j'ai observé fondamentalement, et qui est à mettre à l'actif, n'est-ce pas, de la réforme du système partisan souhaité par tous les Béninois, souhaité par tous les anciens partis, souhaité par tous les leaders d'opinion dans ce pays, mais porté aujourd'hui par le gouvernement Patrice Talon, est que l'argent a disparu ou est tombé pratiquement à sa limite la plus minimale dans cette campagne. Nous avons écouté des discours. Nous avons écouté des projets. Nous avons appris à connaître les nouveaux partis, leur identité, leur vision pour demain. Nous avons appris à connaître ce qu'ils mettent en place comme organisation structurelle. Ils nous ont dit, les partis en lice, ce qu'ils pensent du Bénin de demain. Ils nous ont dit comment est-ce qu'ils vont accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement du président Patrice Talon vers le développement, vers l'accomplissement du pacte social, politique, économique que les Béninois ont signé avec le président Patrice Talon. Ils nous ont montré la beauté de leurs couleurs. Ils nous ont montré leur identifiant, c'est-à-dire les symboles, les attributs de leur parti. Ils nous ont montré leurs candidats. Chacun de son côté a essayé de marquer le territoire national du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et puis, ce qui m'a parfois fait sourire, c'est qu'on les accuse, à tort ou à raison, d'être
générés par un même géniteur, c'est-à-dire le président de la République, qui serait le père de ces deux partis. Mais sur le terrain, ce que le président Bruno, le patriarche Bruno Amoussou appelait les jumeaux, ne se sont pas fait du cadeau. J'ai écouté un cheval qui se retrouve sur deux pattes, si vous lui confiez votre destinée. Un cheval en tout cas, cabré. J'ai entendu des discours, j'ai entendu des attaques. Je ne dirais pas des attaques de charme. J'ai entendu des discours de rivalité. C'est dire que chaque parti politique veut s'enraciner, veut affirmer son autorité, sa suprématie, sa prédominance territoriale. Et c'est cela, c'est tout ceci qui participe au débat démocratique, très bien, à la vie démocratique d'un pays. Très bien. Et je crois que c'est à mettre à l'honneur et à l'actif de la réforme du système partisan. Agapit Napoléon Maforican, est-ce que les populations se sont habituées désormais à voir en compétition ou lors de la campagne électorale maintenant deux partis politiques en lice? C'est parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir une trentaine de partis en campagne. Maintenant, est-ce que au terme de ces 2 semaines de campagne, vous avez compris qu'ils se sont habitués véritablement à la nouvelle donne? Mais la population n'a aucun problème. La population conscience qu'on leur sert. La grande masse laborieuse ne s'occupe pas de la campagne. Les gens continuent à travailler. Ils vont au champ. J'ai sillonné des régions. J'ai été par la force des choses dans certaines localités. Et durant ces 2 semaines, les gens, ils sont naturellement. Quand on les invite au meeting, ils y vont. Quand on leur dit qu'il y a un groupe qui arrive, ils vont. Mais ils sont. Donc, 2, 10, 50, ils s'en foutent. Le problème ici, c'est que c'est plus cohérent. Ils ont plus de temps pour s'occuper de leurs occupations, pour vaquer à leurs activités normales. Ils ne sont pas pris à partie par maille par plusieurs meetings dans la même journée. Et ça, c'est un acquis. Ça, c'est un acquis qu'on ne voit pas dans un pays comme le nôtre, un pays pauvre, comme on le dit, un pays pauvre, PPTE, pays pauvre, très endetté. Quand vous en êtes là, vous ne pouvez pas passer votre temps à mobiliser la population active à des fins de campagne, quand il faut développer le pays. Donc, moi j'ai estimé, ces 2 semaines ont été 2 semaines de belles campagnes, je l'ai dit. On a vu les candidats qui sont déployés comme on a dit Distel. Les gens n'ont pas dormi sur leur laurier. Ce n'est pas un match amical, contrairement à ce que, bon, on ne veut pas empêcher les gens de continuer à dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais sur le terrain, à Cotonou comme à Parakou, les zones dans lesquelles nous sommes plus situés, d'où nous nous émettons, Cotonou, Parakou, vous avez vu que les différents, que ce soit l'Union progressiste ou le Bloc républicain, se sont déployés en adversaires. Qui veut laisser sa place à l'autre? Après tout, vous avez été positionné tête de liste, suppléante de liste, 2e, 3e. Et vous pensez que c'est des places qui peuvent être prises. On n'est pas, c'est pas un jeu. C'est où il gagne, c'est pas Maforica qui gagne. On a beau être de la même maison. C'est pas si évident. Les gens raccourcissent le phénomène en oubliant que dans ce pays, Gatien et Adrien Ngwedi n'ont jamais appartenu au même parti politique. Ça n'enlève de rien. Mais c'est vrai. Et ça ne s'est pas lié pendant que l'autre soutient tel gouvernement, je parlerai même de la rivalité entre Galiou et Liadi Soglo. Exactement, je voulais. C'est pour dire que ce n'était pas lié, c'est pour ça que ce n'est pas arrêté à Gatien et Adrien Ngwedi. Que pendant que le papa et la maman Soglo attaquaient Yahi Boni, Galiou Soglo participait à son gouvernement. Donc, ce n'est pas une affaire de siamois, de famille ou de je ne sais quoi. C'est plus complexe que ça. Il s'agit intrinsèquement de l'individu, du citoyen qui veut servir le pays. Vous avez beau être jumeaux, nés de même père, de même mère, jumeaux, vrais jumeaux, donc 2 beaux garçons se ressemblant ou 2 belles filles se ressemblant.
Vous n'êtes pas les mêmes. La génétique n'est pas la même. Est-ce que l'ADN n'est pas la même. Donc, raccourcir l'ADN d'un parti à un autre, c'est faire preuve vraiment d'un raccourci intellectuel que nous n'avons pas remarqué lors de cette campagne. Quelques heures simplement avant la fin d'un Cotonou, vous avez vu les parades que nous avons vues, c'est différent. C'est vrai, ils ne se sont pas heurtés, mais ils ont pris des chemins différents. Mais c'était animé, chacun a son monde derrière lui. Et c'est cela la campagne électorale. Ce n'est pas la rivalité, c'est une compétition franche, une compétition fair, mais une compétition quand même qui permet à celui qui doit gagner de gagner, et en son nom et au nom de l'autre. Est-ce que la spécificité un peu de cette campagne électorale aujourd'hui aussi, est-ce que c'est l'idéologie qui est prônée? Parce que cette fois-ci, on se base sur l'idéologie aussi. Et quand on avait, par exemple, une trentaine de partis politiques, est-ce que ce temps était ressorti? Non, moi, honnêtement, j'ai entendu dire, bon, il y a de la social-démocratie, il y a les libéraux. Pour moi, de toute façon, c'est à voir. C'est au niveau de la gouvernance du pays. Vous savez, quand vous prenez Kérékou, et quand vous prenez Kérékou, quand il est arrivé, vous ne pouvez pas venir dans un contexte, après la conférence nationale, dans un contexte où le pays est totalement crevé, mais totalement déchiqueté, et parler de social-démocratie. C'est impossible. Vous ne pouvez pas partager, il n'y a rien à partager, il y a tout à rebâtir. Alors, 30 ans après, quand Talon est revenu au pays, mais on a eu le temps de rebâtir entre-temps, mais de tout redéchiqueter par notre laxisme et notre absence notre manque de patriotisme, notre propension à la facilité, le fait qu'on veuille gagner sans travailler. Et quand on dit un Dougan, c'est de manger le chef, et essayer de tirer le maximum de son profit. Et on va te dire, mais prends ta part, tu es chef, il faut prendre ta part, un Dougan, on ne peut pas être sous le manguier et sous le pommier. C'est notre conception de la chose. Mais c'est la politique qui a habitué la population à... Je ne sais pas d'où vient l'adage Dougan, ça doit être sur goût. Dougan, c'est sur goût. Dougan, c'est goût. Dougan, c'est plus expressif en fait. Un Dougan, mais comment, mais un Dougan, mais un bandou. Donc, ça, moi, sur goût, je ne sais pas d'où ça vient. Mais il se fait que simplement, Dougan, c'est manger chef. Et quand on dit manger, c'est que tu es à la... Et tout le monde parle du gâteau. Tout le monde parle de plat. On a parlé de cuillère, on a parlé de louche, on parle de tout, de cuvette, on parle de bassine. Vous savez, on a tout. Entre-temps, on a même parlé de gombo. Et puis il y a l'allégorie du président Soglo qui raillait un peu les gens, mais bon, qui est devenu une allégorie quand même mal acceptée par les siens. De la biche ne se fâche pas avec la rivière, elle revient toujours pour y boire. Oui. Alors donc, c'est comme il y a une sorte de manne, de quelque chose à bouffer qui est là, et que tout le monde doit y aller. Pour que ça la bouffe soit, il faut d'abord travailler. Et quand Yahya est arrivé, il est arrivé en 2006, en parlant de la prospérité partagée. La question que quelqu'un m'a posée, mais où est-elle déjà cette prospérité? Yahya a eu du temps à expliquer qu'il fallait déjà créer cette prospérité. Il fallait bâtir la prospérité par le travail. Par le travail et par une gestion saine. Alors, 4 ans après, il s'est rendu compte qu'il était loin de cette théorie de 2006. Il dit quoi? Ce pays, on ne peut pas avancer sans une dictature du développement. Ça, c'est-à-dire, il faut la dictature du développement. Parce qu'il s'est rendu compte que les jeux de couloir, les négociations, toutes ces manœuvres de tu me tiens, je te tiens, tu me donnes, je te donne, si tu ne me donnes pas, je te donne pas. Même de complotite. Exactement. Il s'est rendu compte que tout ça ne nous avançait, ne nous conduisait à rien. Et ça, tu ne peux pas avancer sans une dictature du développement. Il ne l'a pas théorisé, personne ne l'a théorisé, il ne l'a pas expliqué. Mais il est revenu en parlant en 2011 de la refondation. Parce que du changement n'est pas passé à la refondation. Tout ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose de malsain, de mauvais dans la République, que nous n'y sommes pas, nous n'y étions pas. Alors comme il n'a pas réussi, il n'a réussi ni le changement, ni la refondation, par faute d'avoir tenté, il l'a fait, à sa manière, l'histoire jugera. Mais il s'est fait que le président Talon a parlé de la rupture. Ça veut dire quoi? Qu'il y a toujours des pratiques à abandonner. Je remonte à tout ça pour dire quoi? Qu'il est nécessairement à attendre de nous
que quelque chose change. Et c'est que rien ne change. Donc nos populations qui sont habituées à avoir du monde aujourd'hui, en voyant des deux partis, quelle que soit l'idéologie, si vous êtes social-démocrate, il faut déjà faire l'apologie, il faut faire la promotion du travail, il faut rendre gloire au travail, glorifier, demander qu'on glorifie le travail. Et quand on glorifie, le travail doit être pour nous une religion. On doit vraiment comprendre que travailler, c'est premier de la peine, c'est le pain qui manque le moins. C'est ça. C'est-à-dire, travailler, prenez de la peine. A dit le laboureur et ses enfants. Que le travail est un trésor. Attends, nous a-t-on dit. Donc, si on ne permet pas ça, on ne peut pas être social-démocrate. Un vrai social-démocrate, il glorifie le travail. Les libéraux, c'est qui? C'est ceux qui produisent. C'est des gens qui sont dans la libre entreprise. Mais eux aussi, vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas des personnes, des personnalités, un capital humain en état, en forme, en bonne forme de travailler. Donc, les ressources, les richesses que vous avez acquises, vous devez les redistribuer pour que la main-d'œuvre, donc le capital humain, se sente mieux. Donc, pour moi, les théories, les idéologies, je les ai étudiées, je les ai connues un peu au niveau des pays européens. Aujourd'hui, tout ça s'effondre. Mais ce qui est intéressant, je conclue par là, ce qui est intéressant, c'est que il est au moins clair qu'aujourd'hui, moi, ma Forican, si j'ai envie d'adhérer, alors que j'ai des amis à l'UP, au BR et au BR, je sais où j'irai. Parce que je me sens plus proche d'une telle idéologie que de l'autre. Tout en reconnaissant que il ne serait pas possible d'atteindre les objectifs d'une idéologie que en complémentarité avec l'autre. Et ça, c'est important de le dire et que nos populations le sachent. Très bien. Les populations doivent savoir que nous sommes à quelques heures également d'un scrutin. Et le scrutin pour un système démocratique, c'est important, véritablement, dit Stella Moussou. Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais dire un mot de la spécificité de cette campagne-là. Nous avions l'habitude de connaître ce qu'on appelait dans ce pays les groupes multipartisans, c'est-à-dire ces groupes qui se retrouvent pratiquement à tous les meetings, qui se retrouvent avec tous les leaders, qui se retrouvent avec tous les partis lorsqu'il y a un regroupement. Et ça me rappelle une histoire de Bruno Amoussou qui était allé à Porto-Novo faire un meeting et il devrait poursuivre ses activités politiques à Franco. Il retrouve les mêmes personnes. Et sur le chemin de retour à Porto-Novo, il voit les mêmes bâches, les mêmes personnes. Il demande à celui qui était avec lui à bord de son véhicule, mais est-ce que ce ne sont pas nos militants? Attendez, je vais voir. On descend la vitre, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas rentré depuis? On lui dit, non, mieux va être faux, mieux va être faux. Donc aujourd'hui, nous parlons de membres fondateurs de partis politiques. Nous parlons de militants. Nous parlons de sympathisants. Donc, rassurez-vous, il n'est plus évident d'avoir les mêmes personnes, à tous les meetings et d'avoir de la foule de curieux ou de personnes venues juste pour un sandwich et un coca. Mais c'est tellement, il y a quelques-uns qui se sont faufilés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons commencé par mettre les fondamentaux d'un parti politique. Parce que je l'ai toujours dit, un parti politique, c'est un format. C'est des militants connus, identifiés. C'est des cotisations. C'est des dons, c'est des legs. C'est des structures. Donc une structuration, c'est une idéologie. Et c'est un combat pour, n'est-ce pas, aller prendre le pouvoir et le gérer. Donc c'est ça un parti politique. Très bien. Il faudrait qu'on se l'inculque et qu'on se l'approprie. C'est comme ça que petit à petit, nous allons clarifier le paysage
politique et partisan de notre pays. C'est ce qu'on peut espérer de ces nouveaux partis, parce que n'oublions pas que ce sont de nouveaux partis, même si c'est constitué la culture véritablement. Mais en ce qui concerne les populations, parce que nous en parlons... Parlant des partis, c'est important ce que Dittel vient de dire, sur lequel je vais remettre un peu d'accent. Ça dit que avant, on a tout confondu aux individus. Ouais. Mais aujourd'hui, vous voyez qui derrière le BR? Vous voyez qui derrière l'UP? Tout le monde voit Talon. Mais Talon, est-ce qu'il peut être membre de 2 partis? Est-ce qu'il peut voter dimanche prochain 2 fois? Est-ce qu'il peut poser l'enveloppe sur les 2? S'il pose ça, ça devient un bulletin nul. Donc, un vote annulé. C'est pour dire quoi? Que, en fait, Talon, le président Talon, c'est en fait un peu une sorte de météore, de point de ralliement, de quelque chose de carrefour. Qui a permis à 2 grands ensembles de se mettre en place et permettre au pays de repartir sur des bases plus solides en matière partisane. Ce qu'on n'a pas pu bâtir à la conférence nationale. C'est-à-dire ce que le président Nicéphore Soglo a souhaité de tous ses voeux. 2 partis. Il a dit clairement à la conférence nationale, même si certains ont perdu les archives, nous on a gardé en mémoire, il a dit clairement il aurait souhaité un bipartisme à l'américain. Ça veut dire que le bipartisme à l'américain, c'est quoi? C'est 2 grands partis en réalité, mais en bas il peut avoir un millier de partis locaux, partis nationaux, partis domestiques, partis de chambre, partis de couloir, partis de salle à manger, il peut en avoir qui fonctionnent, mais qui participent à la libre expression. Mais quand il faut aller aux élections, ces partis s'identifient aux 2 grands partis, le Parti démocrate et le Parti républicain. Et c'est ça la beauté d'une démocratie. Et ça permet à tout le monde de s'exprimer. Regarde, aujourd'hui, on parle de membres fondateurs de partis. Exactement. On parle de militants. Voilà. On ne parle plus de gourous de On Bercy. Ne connaît pas la preuve. On ne parle plus de gourous de Bercy. Parce que tous les membres fondateurs, tous les militants, sympathisants ont dû sortir de l'argent de leur poche, ont dû cotiser, n'est-ce pas, pour marquer leur appartenance au parti. Et c'est cela qu'on demande. Parce que lorsqu'un parti devient une boutique ou un fonds de commerce, pour un seul homme, les positionnements sont achetés, il décide du sort et de l'avenir des cadres et des leaders de ce parti. Pour former un gouvernement, le président le consulte lui et lui seul, et il fait du copinage, il décide de qui il peut proposer à une nomination gouvernementale. Et donc c'est ce qui devient le dieu de cette formation. Et même si cet individu ou cette personnalité va au gouvernement, on lui met tellement de pression qu'il finit par claquer la porte. Voilà. Donc ça, c'est pas un parti. Regardez, pendant cette campagne, on n'a pas vu les véhicules s'agglutiner dans une maison, attendre qu'on leur donne des prébendes. C'est-à-dire on a identifié ces groupes à personne, parce que eux tous sont membres. Les candidats dans une circonscription électorale se retrouvent, discutent des questions de la campagne et fonctionnent. C'est ça. Je pense qu'il y a une nouvelle ère qui s'est ouverte. Mais Agapi, tu me donnes l'occasion de dire aux Béninois, il y a eu des campagnes dans ce pays où on a vu des dessous de femmes à l'effigie de personnalités politiques. C'est vrai. On a vu des boîtes d'allumettes à l'effigie d'une et une seule personne qui était l'identifiant. C'est le bailleur. Parti politique. Le bailleur. Nos salons étaient bourrés de calendriers à l'effigie d'une et une seule personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur les banderoles? On voit qu'est-ce qu'on voit sur les affiches? Les logos. On voit des logos. Des logos. On voit des candidats. Voilà. Et je dis, on voit des couleurs. Je dis, ça fait la beauté de la chose. Et ça, c'est ce qui change. Je pense que cette campagne, quand je vous le dire, c'est pas de la beauté de la campagne, c'est franchement ce qu'on a pu observer. C'est vraiment, c'est la campagne la plus saine
que nous avons vécu. Mais figurez-vous, je constate que la campagne imaginez votre épouse. Est-ce que vous permettez porter des sous à l'effigie d'un autre mec? Non, ça c'est pas dit. Mais cela dit, oui. Imaginez, non, c'est tellement beau de le dire. Vous savez, quand on est la période du PAPB, où on a vécu d'autres types d'élections, organisées dans des conditions différentes, mais qui étaient beaucoup plus saines que tout ce qu'on a vécu depuis 90. Je vous l'avoue, il n'y a pas sur le PAPB, il ne peut pas avoir ce tripatouillage parce que les votes se déroulaient de groupe confessionnel à groupe professionnel et d'une manière telle que tout est clair. Je ne parle pas de ça. Je parle de la campagne la plus saine parce que cette fois-ci, tout est clair. Le jeu est clair. Le gars sait d'où il vient, il sait où il va. Il n'a pas de gourou et il est libéré. Il connaît l'idéologie. Il sait avec qui il va. Les populations sont peut-être encore dubitatives. Ce qui est normal. Parce que c'est le début, c'est nouveau. Moi, on m'a dit non, la campagne n'est pas belle parce que vous voyez comment elle est. C'est pas animé. J'ai dit, mais comment vous voulez que non, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas animé parce qu'il n'y a pas 30 véhicules à l'effigie de 30 listes. Rien que ça suffit pour montrer que c'est pas animé. Dans un pays de 112 600 km², la ville de 11 à 12 millions d'habitants, est-ce qu'on a besoin de 30 listes de campagne? Donc, je pense que la philosophie de la réforme du système partisan au Bénin a commencé par prendre. Et cette campagne est une campagne de la révolution politique dans notre pays. C'était la campagne de la révolution politique instaurée par le président Talon et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui l'assistent, tous ceux qui l'aident à accomplir son programme. Je pense que c'est important de le dire et c'est agréable. Et je vois, le laurier à tous les acteurs politiques. Distel Amoussou Agapé d'Information Volcan, je constate avec quelle aisance vous le dites et vous insistez sur les différentes spécificités de cette campagne électorale. Maintenant, vous savez, tout cela, c'est pour un jour, un seul jour, le 28 avril prochain. Est-ce que l'enjeu en ce qui concerne la participation ou la participation des populations à cette échéance électorale, cet enjeu ou ces enjeux sont bien compris de la population? Oui, je pense que oui, nous enlève le plaisir de parler de la campagne. Je pense que c'est trop sérieux. On est encore vendredi, laissons la participation. Ça, c'est les candidats, laisse les candidats gérer leur participation. On parlera de l'enjeu dimanche. Le plus important. L'important, vous savez, on ira aux enjeux. Il nous enlève le plaisir. Pas le plaisir, vous aurez toujours le plaisir de venir. Il a raison de commencer par marquer, n'est-ce pas, la problématique. En fait, c'est quoi? Moi, je n'en doute point, même pas une seule seconde. Lorsque j'observe avec quel enthousiasme les populations ont accueilli, les populations non partisanes, non encore partisanes, ont accueilli les partis politiques qui sont allés vers elles. Lorsque j'ai vu la participation, l'implication de la population partisane à ce qui est désormais leur parti, leur formation politique, et non plus la boutique ou l'affaire d'une personne, lorsque j'ai vu tout ça, j'observe une sorte d'enracinement des bases, des fondamentaux de réels partis politiques dans notre pays. Alors, je me dis, et je l'affirme, il y aura bel et bien élection, et il y aura bel et bien participation des populations partisanes et des populations non partisanes. Parce qu'il faut faire le distinguo. Il y a aujourd'hui une catégorie de population qui n'est pas encore embarquée, c'est-à-dire qui n'est pas encore membre d'un parti politique. D'accord? Qui est dans l'expectative, qui observe,
qui regarde, qui réfléchit, qui attend attendent à s'adapter, qui attend d'être charmé, qui attend qu'on vienne lui faire la cour. Et je crois que les partis politiques vont poursuivre ces démarches-là. Mais il y a une autre catégorie de populations béninoises qui sont déjà partisanes, c'est-à-dire militantes d'un parti politique, membres fondateurs d'un parti politique ou sympathisantes d'un parti politique, d'un des deux partis politiques que nous avons aujourd'hui en liste. Alors, l'un dans l'autre, il appartiendra, comme le dit Agapit Napoléon Mafodi, quand au parti politique en lice d'aller, de continuer, non de faire la campagne, non de faire la propagation de leurs idéaux, de leurs idéologies, mais d'insister sur le devoir civique qu'est le vote, qu'est la participation au scrutin, qu'est l'accomplissement, oui, de l'acte du vote. C'est un devoir citoyen. Et il faut le dire. Il faut le dire aux Béninois. Il faut dire à tous les Béninois et à toutes les Béninoises que aller accomplir son vote est un devoir citoyen. Je ne veux pas connaître la qualité du vote qu'on va accomplir. Je ne voudrais pas savoir pour quel parti politique on va voter. Ça n'est pas mon problème. Mais je dis, aller poser l'acte, c'est-à-dire quitter chez soi tôt, très tôt, c'est-à-dire à 7 heures. Le scrutin dure 10 heures, de 7 heures à 17 heures. Du point de vue... À 16 heures, 7 heures, à 16 pardon, heures. à 16 heures cette année. 9 heures. Pour l'initiative, oui. Alors, donc, je fais mienne les correctifs. D'aller poser cet acte, être républicain, est un devoir citoyen. J'allais même dire un devoir obligatoire, si vous me le permettez. Très bien. Ne pas le faire, Oui. ne pas le faire, c'est quoi? Ne pas le faire, c'est refuser de conférer sa souveraineté à des personnes qui vont décider à votre place. Parce que, au terme des dispositions de l'article 4 de notre Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple Et laisse. le peuple la confère à ses élus. C'est pour ça qu'on parle, en parlant de l'Assemblée nationale, de représentation nationale. Il faudrait qu'on se l'inculque, qu'on le dise à nos populations. Et ça, c'est un devoir des leaders. Des leaders, quand je parle de leaders, je ne parle pas de bac plus 21, mais je parle de leaders d'opinion. Ils doivent pouvoir aller voter. Même le mécontentement s'exprime lors du vote. Très bien. Vous parlez de mécontentement. Agapit, je vous fais la question. Vous avez entendu de hautes personnalités de ce pays qui disent le peuple est mécontent. Partagez-vous cet avis-là? Non, d'abord, je vous disais que l'affaire de participation, c'est une affaire Vous savez, moi, avec un... Vous savez, en 67 ou en 68, non. Nous avons fait à l'époque avec les jeunes cadres de l'armée qui ont gagné des élections. Après, ils ont pris le pouvoir à Soglo, général Soglo, la deuxième fois. Ils ont organisé l'élection présidentielle. Ils ont écarté les vieux Rouka et Amaga, Omadegui, Apiti, pensant à régler le problème. Et puis, bon, voilà, ils ont eu des candidats. Finalement, Adjoumoumini, Basile, docteur, médecin de son état, a pu gagner. Mais comme les vieux briscards, diviseurs du pays, autour de lesquels le pays se rassemblait, comme ils n'y étaient pas, ils ont appelé au boycott. Et donc, il y a eu à peine une 25% de suffrages exprimés. Et les militaires, à l'époque, quand on était de Souza, Palémil, et Sizonga, Paul, et ils ont décidé, donc, Sizonga, quand on était et de Souza, ont décidé donc de remettre le pouvoir à un autre,
qui lui n'a pas participé aux élections, le docteur Émile Darlin Zissou, qui prend en 68. Et qui a imposé ses conditions. Enfin, qui a quand même pris le pouvoir sans participer aux élections. Alors qu'il y a eu suffrage de quand même d'une 25%. On s'est demandé, mais entre celui qui est allé aux élections et qui a quand même eu des suffrages, et celui qui n'est pas allé aux élections, et ce qui a été compris, et qu'on a donné, où est la démocratie? Écoutez, sur le PPB, on nous obligeait à aller voter. On nous disait que de ne pas aller voter, c'est qu'on ne peut pas poser des actes civils. On ne peut pas faire ça. Et je me rappelle, j'ai voté une seule fois. Appelle la majorité quand le système finissait. Non, Agapit, non, ne me coupe pas. On va permettre, vous permettez, non, ne me coupe pas. La Mousso, on va permettre à Agapit. J'ai voté une seule fois, c'était en 88, pour l'Assemblée nationale révolutionnaire. J'étais tout content, parce qu'on se disait que bon. Mais je dis tout ça pourquoi? Mais dans notre constitution de 90, aller voter n'est pas une obligation. On a dit que... Donc tu n'as pas dû voter pour la loi fondamentale. Je viens. Aller voter n'est pas une obligation. Moi, je suis un citoyen. Moi, je suis un devoir. Non. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Le devoir civique m'incombe en tant que citoyen. Et moi, j'ai toujours accompli mes actes civiques. C'est-à-dire quoi? Depuis que je suis majeur, et chaque fois que je suis au pays, j'ai voté à toutes les élections. C'est-à-dire que pas contrainte, mais par plaisir, parce que je suis un citoyen. Et, comme tu l'as dit, conférer ma souveraineté à des représentants élus est un devoir. Et donc, j'estime que j'ai ce droit et il me faut exprimer mon droit. Alors, il faut l'enseigner. Non, je viens. Il faut l'enseigner. Non, il faut l'inoculer. Laisse-moi je suis en pédagogie. C'est une seule fois, en 96, que je n'ai pas pu voter, n'étant pas au pays. Donc, j'ai voté en 88 pour l'Assemblée nationale révolutionnaire. J'ai voté en 90 pour les référendums. J'ai voté 2 fois en 91, 3 fois en 91. D'abord pour les législatives et 2 fois pour la présidentielle. Pas de tout en 96, je n'étais pas. En 99. Non, en 95. Et puis tout le temps. Déjà en 95 pour les législatives. Pas de tout en 96, je n'étais pas au pays. Et puis après, tout le temps, j'ai toujours voté. Toujours. Et les deux tours. Toujours. Donc, c'est pour dire quoi? C'est un plaisir d'aller voter. Maintenant, s'il y a des citoyens qui ne votent pas, en 2010, on a vu des gens dire à des populations de ne pas aller prendre le cas de l'épi. Tout à fait. J'ai trouvé ça. Non, ben écoutez, si on appelle chien, chat. J'ai trouvé ça. On a vu, je ne sais pas si c'est l'Union fait la nation à l'époque. Oui, il faut le dire. Je ne voulais pas. Mais ils ont dit aux gens de ne pas aller prendre le cas de l'épi. Je trouve ça ahurissant que des partis politiques demandent aux populations de ne pas aller retirer les cartes d'électeurs. C'est grave, c'est dangereux. Donc, nous, on a combattu ça à l'époque. Et les faits nous ont donné raison, puisque au dernier moment, les gens se lamentaient, on n'a pas de carte d'épi. Donc, on a dû ouvrir un système informatique déjà enfermé, déjà paramétré. On a dû l'ouvrir à une semaine du vote. Et ça a donné quoi? Ça a donné lieu à des bureaux de vote fictifs. Alors donc, si on revient aujourd'hui, moi, quand j'entends des gens demander aux populations de ne pas aller voter, je dis, mais c'est dangereux. Parce que si vous n'avez pas voté, Tistel vient de le dire, d'autres vont voter et vont décider des responsables qui iront prendre des décisions à votre place. On me dit des frères siamois. 2 frères siamois ne sont déjà pas les mêmes. Comme je l'ai dit, l'ADN n'est pas la même. La personnalité n'est pas la même. 2 enfants nés de même père, de même mère ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours une différence. Et le scrutin est déjà pluraliste quand il est 2. Alors dès que j'ai 2, je choisis. Si je vote dans le 15e, j'ai mes affinités. Et si je vote, j'ai la possibilité de voter, étant en mission probablement ce dimanche, je pourrais voter à Cotonou. Et là, je veillerai à voter dans le 15e parce que j'ai un penchant quelque part là. Ou alors, j'irai... Non, il y a 2... J'ai rien cité. Parce que là, on est après 0. Et c'est quand même un ancien... Ne défausez pas une porte ouverte, il n'y a rien. Voilà. Si je vote à Porte-Nouveau, j'ai mes penchants. Si je vote à Semenpodi, j'ai mes penchants. Oui, mais je veillerai à voter... Si je suis pour être en mission sur cette zone,
Vous voyez, c'est pour dire quoi? Qu'on a le choix. Et quand on a le choix, il faut aller l'exprimer. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est une obligation pour quelqu'un. Il faut en jouir. La personne, merci, il faut en jouir. Ça, c'est important. Parce que demain, si vous n'allez pas et d'autres y vont, moi j'irai, ne venez pas pleurnicher. Parce que ceux qui vous ont dit de ne pas aller voter, beaucoup iront voter. Ouais. Beaucoup iront voter. Et ils vont voter, ils vont décider. Après, ils vont se rencontrer entre eux. Ils vont rencontrer les chefs. Ils vont négocier peut-être. Et vous, à qui on a dit de ne pas voter, vous serez chez vous et vous allez les rencontrer. Moi, je dis, je ne forcerai personne à aller voter. Pour moi, même, on a la chance d'avoir une constitution claire et nos lois n'ont jamais fixé un seuil de participation qui valide le scrutin. Ça veut dire que même à 1%, le scrutin est valide, le vote est légitimé, il y aura répartition des sièges et des gens auront, et le 15 mai prochain, on aura une nouvelle Assemblée nationale. Donc, pour moi, c'est pour dire que la participation pour moi n'est pas un enjeu capital. Mais on peut revenir sur ça après. J'ai dû faire tout ce développement, et Distel, pour montrer qu'en réalité, Distel l'a raccourci pour parler du devoir. Il n'a pas tort. Moi, j'ai voulu allonger pour décrypter peut-être ce que Distel a dit. Il n'a pas tort. Moi, j'estime, la loi ne l'a pas inscrite en devoir. Mais un citoyen doit être fier de jouir de ses droits. Et le premier droit d'un citoyen, c'est d'aller désigner ses représentants élus. Vous avez parlé maintenant du peuple qui est fâché. Je vais en quelques minutes. Non, comme je vous l'ai dit, cette campagne s'est déroulée dans de belles conditions. Vous n'avez pas vu les cortèges, l'ambiance. Vous avez vu quoi? Il y a eu une chaufferie là où des responsables sont allés se baigner la zizanie. Nulle part, les populations ne se sont levées spontanément pour aller mettre du désordre. Partout il y a eu des désordre, c'est là où des responsables sont. Quand vous voyez des chefs d'État débarquer au marché, là au moins ça a été canalisé rapidement. Mais un député qui débarque au marché alors qu'il n'a pas demandé, là aussi ça a été canalisé. Tout ça grâce à l'habileté de nos forces de l'ordre qu'on ne cessera jamais de féliciter. De saluer le professionnalisme qu'on espère va encore se démontrer encore plus ce dimanche et jusqu'à la fin de tout le processus. Donc, partout où il y a eu violence, tentative de violence, c'est partout où des gens ont tenté de semer la zizanie pour prouver leur propre apocalypse qu'ils ont tracé pour eux et non pour le pays, parce que je pense que le pays est dans les mains de Dieu. Le pays est dirigé par un chef d'État élu, responsable, qui est entouré d'équipes de républicains, de citoyens avisés, de responsables très patriotes, et on a vu notre police fonctionner comme tel. Donc, pour moi, les populations ont participé au système, au jeu électoral, et la campagne était une belle fête. Maintenant, le reste, il y a quelques-uns qui veulent que ce soit un désordre. Ils veulent transformer la fête en hécatombe. J'espère que les membres de nos ancêtres les empêcheront et les démasqueront pour qu'ils soient traduits devant l'histoire. Ce qu'il faut dire aux Béninois, c'est que certains parmi eux ont déjà pris leur famille et ont pris l'avion et ont déjà quitté le territoire. Je ne voudrais pas citer de nom, mais vérifier. Vérifier, je demande aux Béninois de vérifier de par eux-mêmes. Certains parmi eux depuis vendredi pour les uns et quelques heures pour les autres ont déjà quitté le territoire national pour aller se mettre à l'abri. Pendant qu'ils vous ont laissé des mots d'ordre. Est-ce que vous allez répondre à leur place? Il y a tout de même beaucoup de messages Ce qu'il faut dire, c'est que le peuple béninois, depuis que cette histoire a commencé, a résolument résisté à ces appels-là. Et j'ai bonne foi que ce peuple va continuer la résistance à l'anarchie, la résistance au désordre, parce que le Bénin est une nation de paix et un État sûr. Nous devons continuer de l'exprimer en face de l'opinion nationale et internationale. Parce qu'en réalité, ne pas jouir
de son droit civique que constitue le vote est une aberration. Je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de le faire. Oui, Agapita l'a décrypté. Ça n'est pas une obligation légale, mais c'est un devoir. Un devoir qu'il faut accomplir. Se sentir béninois est une fierté, en tout cas pour moi. Et on n'exprime pas le vote. Je pense que le préfet du littoral et de l'Atlantique notamment a quand même rassuré par un communiqué les populations qu'elles peuvent se rendre librement au lieu de vote et que toutes les dispositions sont prises. Et comme on l'a dit tantôt, même le directeur général de la police voilà, comme on l'a dit tantôt, le comportement des forces de la police républicaine sur le terrain rassure, nous montre que le pays est bien contrôlé et que force va rester à l'ordre, à la loi. Vous voyez, dans d'autres pays, les présidents Soglo et Yahi auraient été déférés pour trouble à l'ordre public. Ils n'ont pas été. Ils ont été encadrés pour rentrer chez eux. La députée Ibatou Glele, qui à Porto Novo a tenté de mettre du désordre au marché, a été priée d'aller. Elle s'est portée elle-même, on lui a dit, on l'a pas. En tant que députée, elle est allée. Ça, on ne le dit pas souvent. Ça, c'est le comportement discipliné de notre police républicaine et des autorités politiques. Il faut le dire. En le disant ainsi, on doit comprendre que nous sommes dans un état où il y a le respect de cette personnalité-là. Mais au même moment, ce respect crée une certaine dualité. C'est comme il y a une sorte de traitement de faveur pour certains et pas pour d'autres. Or, si on tentait d'aller plus, on va créer d'autres situations. Je pense, moi je salue le comportement de notre police en demandant aux populations. C'est ce qu'on appelle le discernement. Exactement. C'est le discernement. De s'appuyer sur ce discernement, sur ce comportement. Que ceux qui veulent aller voter sortent massivement dimanche. Aller voter pour le candidat de leur choix et rentrent chez eux pour les listes de leur choix. La liste de leur choix. Rentrent chez eux, fassent la fête. Parce qu'une élection. Il conviendrait de rajouter. Une élection est une fête. Il conviendrait de rajouter que sur le parcours pour aller voter, le parcours vers le bureau de vote, ne pas répondre aux provocations, ne pas répondre aux injures, ne pas répliquer aux attaques, mais d'être déterminé, d'être ferme, d'être résolu à aller jouir de son devoir civique. Très bien. Et de façon glorieuse. Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforicain. Ce serait le calme maintenant, après, parce que la campagne s'est terminée. Samedi, maintenant, le dimanche matin, on pourrait aller exprimer son plaisir. On se retrouve. Oui, on se retrouve. Il y a un programme qui est bien, qui est bien concocté pour nos téléspectateurs. Avec Distel, on reprendra. C'est vrai que pour les téléspectateurs de E-Télé, je leur annonce que je serai partagé entre plusieurs plateaux de télévision. On doit se retrouver dimanche soir. Tout à fait. Ah oui, il y a des plateaux. En tout cas, si vous voulez avoir les images en temps réel, suivez tout simplement E-Télé à partir de 6h30. Je ne livre pas de secret, mais je les livrerai. Mais avant que tu me arraches la parole, je tiens à dire à ce peuple, au peuple béninois, vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple beau. J'ai vu votre résistance et je n'arrêterai jamais de saluer, de respecter votre résistance aux imposteurs, à ceux qui appellent à la violence, à ceux qui appellent à mettre ce pays à feu et à sang. Vous êtes beau en leur résistant. Et mieux, votre beauté s'est exprimée à travers cette participation active à la campagne. Une campagne d'une beauté historique, parce que c'est la première campagne, ne l'oublions pas, de l'ère du reformatage de notre système partisan. Et c'est pour ça qu'on va dire ici, c'est le Bénin
révélé. Ici, c'est le Bénin. Bénin révélé. Ah oui, Bénin révélé. Merci beaucoup. C'est le nouveau Bénin qui se bâtit. Le tout nouveau Bénin qui se bâtit avec un nouveau système partisan, avec de nouvelles manières de faire campagne, avec de nouveaux format politique. Très bien. Merci beaucoup à vous, Distel Amoussou, consultant en communication, Agapit Napoléon Maforic, consultant politique à ETL. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà, vous avez consacré du temps à nous suivre et vous nous suivrez toujours parce que, vous savez, le meilleur, c'est bien ici et agréable nuit à chacun et à tous.